Ouais, merci beaucoup de cette introduction et de me donner l'occasion de revenir effectivement parce que j'étais déjà intervenu l'année dernière et je pense l'année précédente. Donc là, l'objectif n'est pas de faire un topo complètement exhaustif sur la BNDMR. J'ai suivi scrupuleusement les thématiques qu'on m'a recommandé d'utiliser. D'abord, la première sur la réutilisation des données de la BNDMR. Euh, la réutilisation des données de la BNDMR, elle se fait, bon, volontairement, je m'appuie beaucoup sur des choses qui sont totalement publiques, hein, que vous pouvez retrouver très facilement en quelques clics sur Internet. Sur notre site Internet, hein, il y a une mention particulière qui vise à accéder à la page sur l'exploitation des données de la BNDMR. Vous pouvez voir que dedans, il y a une charte qui explicite un certain nombre de choses, notamment le fait que toute personne qui souhaite accéder aux données, si ce sont des données relatives à la filière Firando, cette personne devra obtenir l'accord de Jérôme Bertorat, en l'occurrence. Euh, du collège de la filière, du collège enfin, l'accord de la filière et donc d'une filière à l'autre. Il existe, je m'en mêle parfois les pinceaux parce que comme il y a 23 filières et 500 centres, il y a des règles locales qui existent. Donc l'objectif, c'est de s'appuyer sur ces règles-là. Donc il y a une procédure de demande et puis il y a également une page de transparence puisque vous pouvez voir, on peut voir ici toutes les études qui sont en cours ou réalisées. Donc pour demander, donc là j'entre un peu dans les détails pratico-pratiques, mais pour obtenir des informations sur la BNDMR, il y a plusieurs formulaires en fait à remplir que vous pouvez télécharger là aussi en ligne et qui sont des formulaires qui ont quelque chose de repoussant, notamment il faut remplir, décrire bien quelle institution on est, des choses comme ça. Donc il y a une petite partie administrative où on ne peut pas trop s'abstraire de ça, mais c'est quand même très simple et on les a voulu le plus simple possible, notamment pour répondre aux différentes questions. Si vous voulez des indicateurs assez simples, si vous voulez faire une recherche un peu plus complète, si vous voulez faire un test de correspondance. Donc test de correspondance, c'est j'ai un registre et je souhaite regarder dans la BNDMR, est-ce que j'ai les mêmes patients que dans mon registre, est-ce qu'il y en a plus, moins, etc. Ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire avec la BNDMR, alors le premier point qu'on ne peut pas faire, c'est extraire les données de la BNDMR pour les mettre ailleurs. Ça, c'est le référentiel des entrepôts de données de santé de la CNIL qui essaie d'éviter qu'une base de données elle se retrouve à plusieurs endroits différents. Parce que plus elle est à des endroits différents, bah, plus il y a des risques cyber, des risques divers et variés. Donc il y a eu un cas dans le passé où la filière FI2R voulait récupérer ces données et les avoir on-premise. Bon, à l'époque, c'était avant ce référentiel de la CNIL. Donc, on l'a fait. Alors, toutefois, ce que l'on peut faire, qui revient vraiment littéralement au même, hein, et qui a l'avantage d'être conforme et sécurisé, tout ce qu'on veut, c'est qu'il est tout à fait possible d'accéder aux données de la BNDMR à distance. Vous n'avez pas du tout besoin de vous appuyer sur des personnes de mon équipe ou de vous déplacer à Paris ou quoi que ce soit, évidemment, hein. Et donc, n'importe quel biostatisticien de vos équipes peut, bien sûr, modulo un projet de recherche validé par votre comité, mais peut accéder lui-même aux données via ce qu'on appelle un data lab, enfin pour les biostatisticiens, ça leur parlera, qui est un data lab moderne avec les outils classiques. Enfin, du coup, l'analyse de données directement par des personnes de vos équipes ou des laboratoires d'épidémiologie avec lesquels vous avez l'habitude de travailler est tout à fait possible. Alors, un point sur le pilotage, je vais vous diffuser une vidéo, et je crois qu'il y a même de la musique, ne soyez pas surpris. Mais c'est simplement, alors ça c'est un outil un peu gadget qu'on a nous en interne qui vise absolument pas à faire de la recherche, mais qui par contre montre que si vous avez une question sur mais il y a combien de patients à peu près, qui ont à peu près quel diagnostic, dans à peu près quelle région, c'est vraiment des chiffres. Si vous nous posez la question en moins de 5 minutes, on est quand même capable de vous répondre. C'est de la data visualisation. Les données sont fictives, hein, mais donc on peut facilement voilà, avoir si vous vous demandez, tiens, pour tel type de pathologie, est-ce que combien de patients il y a dans tel hôpital. C'est vraiment des filtres qui sont pour nous très faciles à appliquer et par conséquent, on peut vous restituer ces éléments extrêmement rapidement. Euh, euh, voilà, ce qu'on vous restitue à la fin, c'est quelque chose comme ça. Et donc, si vous voulez avoir des éléments comme ça en un mail que vous envoyez, enfin,
faut remplir le petit formulaire. Ça, c'est une question de gouvernance hein, pour tracer qu'effectivement ces demandes ne viennent pas de n'importe où. On peut obtenir ça très facilement. Musique est un peu hypnotique. Combien de temps ça dure encore un petit peu? Bon, vous avez compris, je vais peut-être m'arrêter là, vous avez compris le principe. En gros, le principe, c'est qu'il il est possible de faire voilà, ces indicateurs très facilement. J'insiste bien, et c'est ce que je mettais sur la diapositive là, ça permet pas de répondre à, on peut pas répondre forcément à toutes les questions, et c'est pas ce genre d'approche qu'on fait quand on fait une étude avec vous. Quand on fait une étude avec vous, évidemment, on va beaucoup plus loin et on utilise un vrai data lab et tout ça. Par contre, pour des questions qui sont plus, pour répondre à des questions vraiment très, très simples que vous posez, mais vous voulez savoir très vite et qui sont très focalisées sur certaines pathologies, certains hôpitaux, n'hésitez pas parce que c'est très facile de vous répondre. Alors, deuxième sujet, c'est l'aspect médico-administratif, on va dire, que l'on fait à partir de la BNDMR, donc pyramide. Pyramide, on m'a demandé de rappeler un petit peu les enjeux. Vous voyez ici le diagramme, hein, je rappelle comment ça marche pour la fameuse part variable. Ce qui est en bleu, c'est les chiffres qui viennent de Bamara. Donc, vous voyez, les chiffres qui viennent de Bamara vont peser pour 60% de votre part variable. Et la proportion, c'est que 30% est relatif à la file active, 12,5% les consultations, 12,5% les séjours, seuls 5% sur les avis. Nous, les données qui sont prises en compte, que vous pouvez voir sur le site de la TIH, sont les données qui ont été photographiées dans Bamara au 15 avril. Donc, comme je le disais, hein, 60% des chiffres à la fin de la part variable vont dépendre de ces chiffres. Et une question qui nous a été fréquemment remontée, c'est la question des avis. Cette question des avis, voilà, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que bien souvent, les avis, ça peut être, ça va vraiment me prendre 4 heures dans la semaine, mais en 4 heures, ça va être plein de fois 5 minutes des petits avis. Donc, je ne vais pas passer 5 minutes à répondre à une question qui m'est posée et en plus prendre 2 minutes pour saisir des données dans Bambara, ça n'a pas de sens. Donc, comment je fais pour renseigner cette activité qui est vraiment très très loin d'être négligeable, mais d'un autre côté, voilà, ça se renseigne pas bien. Donc, il y a eu, là, c'est pas des choses qui reposent sur la BNDMR spécifiquement, c'est le groupe de travail Pyramide qui a longuement discuté de ça en disant on fait comment? Soit on reste sur du déclaratif, mais c'est un peu, bon, bah, le déclaratif, ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Soit on essaie quand même d'avoir des vrais chiffres, entre guillemets, mais du coup, comment on fait? Donc à la fin, ce qui a été retenu, on sait bien que c'est pas la meilleure solution. En tout cas, la pondération n'est pas très élevée. Et très probablement, enfin, je crois que Vincent Wechel est un peu là-dessus, le groupe Pyramide va se réinterroger sur cette question des avis. Concernant la MIG, il y a un point qui a été, qui est important dans ce qui a été délégué par le ministère en fin d'année. C'est ce que vous pouvez voir dans le petit carré bleu là, et ça a été annoncé au comité de pilotage des filières. Le ministère a investi 7 millions d'euros, rien que cette année, 7 millions d'euros pour le recrutement d'ARC et de tech. L'objectif, c'est de faciliter la saisie et aussi d'améliorer la qualité, hein. On sait bien que dans les données, finalement, c'est facile de renseigner des tunnels de données. Renseigner des données de qualité épidémiologique, c'est plus compliqué. Et ce qui a été remonté hein, depuis les 5 années du plan, finalement, c'est un manque de moyens pour faire cette saisie. Donc, le ministère a tapé, on va dire, un grand coup sur la table en mettant ces 7 millions d'euros. En même temps, on sait très bien qu'il y a une petite différence entre ce qui est écrit dans une circulaire ministérielle et à la fin, est-ce qu'il y a vraiment des ressources sur le terrain pour aider? Il y a un peu d'entropie, on va dire, entre les deux. Donc, l'objectif, hein, nous, on mène une mission d'accompagnement avec Aurélie Nègre, que vous connaissez peut-être, qui est une ancienne chef de projet de filière. Donc, en tout cas, elle est connue de notre communauté, je dirais, pour accompagner les plateformes et les filières qui vont bénéficier de ces 7 millions d'euros parce qu'un certain nombre ont déjà fait savoir que pour elles, ça ne va pas forcément être simple de recruter ces arcs et ces techs. Je pense que vous êtes une filière typiquement qui avait une certaine pratique d'un fonctionnement un petit peu comme ça, donc vous êtes plutôt une filière modèle. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les filières, donc voilà, sachez en tout cas qu'il y a cet investissement important. Cet investissement est d'autant plus important que faut pas oublier que voilà, on dit pendant longtemps il manque des bras pour la saisie des données. Donc ensuite, soit le ministère met 7 millions d'euros sur la table, en arrivant à faire quelque chose, ça devient vraiment utile, et bah du coup tout porte à croire que l'année d'après, ça sera de nouveau, enfin, cette aide sera probablement renouvelée, après sous réserve de ce qui sera décidé dans le quatrième plan maladie rare, mais c'est quelque chose qui peut être amené à être renouvelé si c'est vraiment utilisé. Si à l'inverse, on reste bloqué là-dessus et qu'on se dit finalement ces 7 millions, on n'arrive pas trop à les utiliser, on a eu du mal à recruter des arcs, des techs, ça fonctionne pas bien,
bah, du coup, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer ensuite quand on dira finalement le temps de saisie, c'est du temps qui ponctionne sur le temps médical, du coup, on n'en peut plus, on en a marre, on n'arrive pas à le faire de manière qualitative. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité, même si on sait tous que ce n'est pas une opportunité très facile à mettre en œuvre, hein, loin, loin de là. Euh, voilà, sur l'ontologie orphanette, je fais un petit focus là-dessus. Vous savez que chaque année, l'ontologie orphanette, elle évolue. Là, en l'occurrence, on l'a fait évoluer le 22 novembre dernier. Euh, donc, elle évolue, enfin, je dis on. Orphanet a fait évoluer elle fait évoluer son ontologie régulièrement. Tous les étés, elle fait vraiment une grande mise à jour. Et nous, donc c'est typiquement en novembre qu'on a fait la mise à jour d'Ambamara. Donc, comment se passe ce codage? Je rappelle que dans Bambara, vous avez bien deux niveaux. Le niveau maladie rare pour lequel on cherche le niveau maladie de la terminologie orphanet et la description clinique dans laquelle on peut renseigner un groupe de maladies, donc un niveau qui est moins précis du point de vue épidémiologique. Attention, il y a aussi certaines maladies qui, peut-être dans le passé, étaient reconnues comme des maladies ou des groupes de maladies orphanettes et deviennent non rares en Europe. Typiquement, ce qui a pu se produire, c'est qu'une étude épidémiologique récente aura montré que finalement, cette maladie n'est pas aussi rare que ce que l'on pensait et elle est au-dessus du seuil de 1 personne sur 2000. Donc, dans ces cas-là, si ces maladies avant étaient codables, eh bien, d'un point de vue, enfin, pour pas faire disparaître cette information-là, elle est toujours visible, mais il y a bien marqué non rare en Europe, donc il faut faire attention à pas continuer d'utiliser ces codes-là qui, d'un point de vue épidémiologique, peuvent plus vraiment être considérés comme correspondant à une vraie maladie rare, je dirais. Euh, oui, attention aux enjeux épidémiologiques et labellisation. Il y a certains centres qui ont une labellisation qui, en fait, porte sur des maladies qui ne sont pas forcément reconnues comme des maladies rares dans Orphanet. Là, c'est un problème un peu administratif aussi, hein. C'est que la labellisation, ça reste un périmètre administratif. D'ailleurs, souvent, on nous dit, c'est bien gentil, mais les cancers rares, pourquoi ils ne sont pas là-dedans? Bah, c'est vraiment tout bête. Pourquoi les cancers rares ne sont pas chez nous? Bah, parce qu'ils sont couverts par la stratégie cancer. Donc, c'est de l'administratif de chez administratif. Mais puis ça rentre parfois un petit peu en collision avec les enjeux épidémiologiques. Parce que vous pouvez dire, moi, je suis quand même un centre maladie rare, je rentre mon activité également concernant Bamara, et je me retrouve à côté des patients qui ne sont pas trouvables dans la terminologie orphanette parce qu'on savait depuis le départ que ce n'était pas des maladies rares. Comment je fais? Donc voilà, ces enjeux-là sont des enjeux aussi à voir avec le ministère parce que j'insiste, c'est des enjeux où il y a une collision, on va dire, entre l'épidémiologie et la labellisation. Ensuite, il y a deux évolutions d'Orphanet qui vous concernent plus spécifiquement. D'abord, une évolution sur les syndromes de Cushing endogènes. Donc, la nouvelle classification, vous pouvez la voir ici. En vert, c'est ce qui est nouveau. Donc, moi, je ne suis pas un expert de ces pathologies, donc je vais vite sécher si vous m'interrogez là-dessus. Mais en tout cas, c'est une refonte qui a été faite en lien avec vous et à votre demande. Euh, donc, donc, ça devrait, d'un point de vue épidémiologique, rendre plus cohérent le codage que vous utilisez. Donc, typiquement, par rapport à ce qu'on disait sur les groupes et les maladies, on peut voir ici le syndrome de Cushing endogène, c'est un groupe de maladies, donc ça peut pas être considéré, en gros, ça peut pas être rentré dans la petite case maladie rare orphanette parce que c'est pas considéré comme un niveau assez fin de l'épidémiologie. Et en revanche, on peut utiliser le niveau maladie en dessous qui permet, lui, de renseigner cela. Il y a eu également une évolution concernant les pubertés précoces centrales qui ont été remises au niveau groupe de maladies, mais ensuite, le niveau maladie a, lui, été réorganisé, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce qui est codable du point de vue épidémiologique comme étant une maladie rare, ce sont les deux niveaux que vous trouvez ici. Voilà, un petit focus sur les données de vie réelle. Je reviens toujours à notre site internet. Il y a de la même manière une page dédiée au partenariat industriel. Il y a trois petits points rouges ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses décrites entre les deux. Cette page des partenariats industriels, elle est assez vaste puisqu'elle décrit les différents partenariats et on va le voir, je crois, sur la diapositive suivante. Il y a plusieurs types de partenariats. Une chose qui est importante, c'est quand on fait un partenariat, il y a un financement qui vient toujours du laboratoire et ce financement a toujours une partie qui revient vers la filière ou vers les centres, hein, selon ceux qui portent l'étude. Et donc, il y a différents moyens pour vous de récupérer ces sommes-là. Et typiquement, un moyen qu'on a mis en place qui fonctionne assez bien, là, en l'occurrence avec la filière Filnomus, c'est que justement, comme d'un point de vue administratif, faire renvoyer l'argent d'un hôpital à l'autre, c'est pas toujours simple. Là, actuellement, moi, dans mon équipe, il y a un biostatisticien qui est dédié à de nouvelles études Filnomus, mais en fait, son poste est payé par une étude faite avec un laboratoire pharmaceutique. Donc, c'est un moyen, si vous voulez, quand vous faites un partenariat avec un labo pharma, eh bien, si le labo paye 100, 200 000 euros qui sont vraiment spécifiques à la filière, c'est avec cet argent que vous pouvez conduire d'autres études en ayant tout un accompagnement qui vient avec, hein, donc un accompagnement réglementaire, data, tout ce que vous voulez.
Donc, l'offre par rapport aux partenaires industriels, elle est grosso modo de quatre ordres. D'abord, nos partenaires industriels peuvent nous solliciter pour un dénombrement simple. Là, c'est facile. D'ailleurs, ils ont un forfait, c'est 20 euros, 20 000 euros, pardon, point barre. Ensuite, ils peuvent demander une étude sur la BNDMR seule. Donc là, il y a une redevance qui est fixée selon la grille. Cette redevance, ça va typiquement être de 100 000, 150 000 euros. Ça dépend un peu de la complexité de ce qui est fait. Ensuite, il y a les accès précoces. Donc ça, c'est le module dédié dans l'application Bamara qui permet de recueillir ces données. Donc là, le premier accès précoce démarre pas plus tard que cette semaine. C'est un médicament qui s'appelle Skyclarys sur l'ataxie de Friedreich et qui va concerner tout Brain Team et tout Filmamus. Donc, deux filières qui vont prescrire ce médicament vont être amenées à collecter des données sur cet accès précoce. Il n'y a pas que l'accès précoce, il y a aussi l'accès compassionnel, les études post-inscription et puis des études pharmaco-épidémiologiques. Voilà. Donc, ça, on a plusieurs partenariats, soit en cours de négociation, je dirais. Donc, ceux qui sont en cours sont visibles sur notre site internet, ceux en cours de négociation, ben, on verra bien si ça aboutit. Enfin, le dernier format d'études sont des études chaînées entre la BNDMR et le Système national des données de santé, qui consistent donc à enrichir les données de la BNDMR avec. Simplement là-dessus, bon, vous savez qu'il y en a une importante qui est faite dans votre filière actuellement, l'étude sur les personnes atteintes de variations du développement génital, une étude qui est demandée par la loi de bioéthique. Et là, quel est l'enjeu, hein? C'est toujours le même. Dans les données de l'assurance maladie, vous avez 10 ans d'historique sur toutes les consommations de soins et de médicaments des patients. Donc, sur les 10 dernières années, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Alors, comme toujours dans les bases épidémiaux, il y a des biais, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Par exemple, un assuré à la mutuelle sociale agricole n'est pas dans les données de l'assurance maladie française, mais enfin, les assurés sociaux français sont quand même très nombreux, donc vous avez une très bonne partie de la population française qui est là-dedans. Par contre, dans les données de l'assurance maladie, vous avez très peu d'infos sur le diagnostic. Typiquement, des codes diagnostiques précis sur les variations de développement génital, vous ne les avez absolument pas dans les données de l'assurance maladie. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de ce chaînage. La BNDMR apporte l'information de qui est qui, et les données de l'assurance maladie nous disent, bah, cette personne, ça fait 10 ans qu'elle consomme tel médicament, ça fait seulement 2 ans qu'elle a été sur tel ou tel aspect de son parcours. Donc, c'est tout l'intérêt de ces études. Un petit focus juste sur le petit point rouge que vous voyez là, le SDM traitement. Il permet de faire deux choses, hein, je l'ai évoqué, hein, tout ce qui est les études par les industriels. Ça permet aussi, à l'initiative des centres, de faire des suivis de pratique. On est en train d'en lancer plusieurs en lien avec la filière Handirare. Donc, typiquement, bah, le cas qu'on a dans la filière Handirare, c'est une pathologie pour laquelle on sait que 3 médicaments différents sont susceptibles d'être prescrits. Et il y a très peu de littérature sur quels sont parmi ces 3 médicaments finalement ceux qui sont vraiment le plus souvent prescrits et quels sont ceux qui ont la meilleure efficacité. Donc là, on observe les pratiques pendant un certain temps, hein, c'est tout bête, et puis on peut comme ça faire l'étude derrière. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de démarche particulière à faire. Les données peuvent être saisies dès le début et puis ensuite, il n'y a plus qu'à analyser les données. Voilà. Un point sur la médecine génomique. Donc là, j'ai piqué des diapositives de Laurence Fèvre qui les a présentées au comité de pilotage des filières. Vous avez pu voir qu'à présent, dans l'application Bamara, il y a un recueil de données précis sur la génomique qui est ce qu'on va appeler un compte-rendu vraiment le plus synthétique possible de résultats génomiques, avec notamment la variation nucléotidique, donc typiquement le C point. Bon, il y a d'autres façons de coder qui sont aussi acceptées, mais typiquement le C point qui peut être renseigné ici. C'est un point qui est très important parce que d'un point de vue épidémiologique, les codes Orphanet ont longtemps été considérés comme déjà extrêmement satisfaisants, notamment par rapport à SIM10 ou autres. Mais aujourd'hui, de toute façon, on le voit nous dans les demandeurs, de plus en plus, on nous demande de faire une étude sur des patients pas concernés par un code Orphanet, mais concernés par tel variant en cause à l'intérieur de telle maladie. Donc c'est un niveau épidémiologique beaucoup plus précis. Euh, il y a la même chose, il y a ce même niveau de précision maintenant qui est ajouté dans les anomalies chromosomiques. C'est quelque chose que vous pouvez déjà avoir dans l'application Bamara. Le problème, c'est assez simple, c'est que la collecte de ces données précises est beaucoup plus compliquée à faire. Donc, pour donner un ordre de grandeur, si vous avez 1 million maintenant, c'est plutôt 200 ou 300 000 personnes qui ont vraiment une maladie rare répertoriée dans Bamara, enfin, donc voilà, donc vous avez des diagnostics, vous en avez 1 350 000. En fait, nous, sur les diagnostics, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le gène lui-même est renseigné que pour finalement de l'ordre de 10% des codes Orphanet. C'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue épidémiologique, on est bon au niveau du code Orphanet, on est moins bon au niveau du gène impliqué.
Or, ce gène impliqué, il est lui-même très insuffisant par rapport à quel est le variant précis en cause. Et enfin, les solutions, c'est quoi? C'est la fameuse interopérabilité. Donc nous, dès le milieu 2024, on aura mis en place cette interopérabilité avec Sequoia et Oragen. Mais même Sequoia et Oragen, ça représente finalement quel pourcentage de cette affaire-là? Bah, probablement un petit pourcentage, ou en tout cas un pourcentage qui est loin d'être majoritaire de tous les résultats de génomique qu'on obtient dans les maladies rares en France. Donc, du coup, comment faire? On voit que ces données génomiques, elles sont compliquées à remplir. Elles sont beaucoup plus compliquées que renseigner un seul gène. Et déjà, renseigner le gène, c'est pas toujours fait. Donc, ça ne va pas se remplir tout seul, cette information-là. L'interopérabilité avec le plan France Médecine Génomique ne suffira pas forcément, puisque les plateformes ne sont pas assez représentatives de toute la génomique qui se fait aujourd'hui en France. Et donc, il va falloir, si on veut vraiment avoir une base épidémiologique nationale avec des variants génomiques précis, il va falloir retrousser nos manches avec plusieurs acteurs, bien sûr, le plan maladie rare, le plan France Médecine Génomique, l'agence de biomédecine, et essayer de mettre en place une interopérabilité qui dépassera les laboratoires Sequoia et Euragen et qui ira vers tous les laboratoires qui rendent ce type de résultats. Donc, en gros, long story short, hein, c'est vraiment que dans les logiciels utilisés par ces laboratoires, tous standardisent un compte-rendu qui serait celui-là et puissent comme ça le remonter à la BNDMR quand le résultat est positif à des fins épidémiologiques, le remonter au CAD quand c'est positif, mais peut-être aussi quand c'est de signification inconnue pour que des études ensuite puissent avoir lieu au sein du CAD. Bon, là, je suis déjà en train de vous parler un jargon un peu PNMR4, mais on n'en est plus si loin, paraît-il, hein. Donc voilà, il faut probablement déjà. Bah, ça tombe bien d'ailleurs, c'est la fin de mon topo. Simplement, oui, alors d'ailleurs, je suis vraiment un petit peu en retard. Simplement, cette diapositive, nous, c'est un peu là qu'on en est sur les données de santé. Je vais en dire vraiment deux mots. Ce sur quoi on s'oriente, c'est vraiment, vous savez qu'il y a une interopérabilité qui existe entre les dossiers patients informatisés et Bamara, hein. Dans Orbis, les deux tiers des données d'Orbis remontent, enfin, les deux tiers, pardon, des données APHP qui vont dans la BNDMR viennent d'Orbis. Donc, cette interopérabilité, c'est, entre guillemets, c'est pas de la blague. Aux HCL, c'est 90%. Donc, vous avez vraiment une interopérabilité qui fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Probablement faire remonter ces données dans mon espace santé pour que des données structurées sur les maladies rares puissent remonter. Faire ce chaînage avec les laboratoires de biologie médicale qui font de la génomique et pas que Sequoia et Euragen, que ça remonte aussi vers le CAD, vers l'Agence de la biomédecine, qu'on mette en place ce chaînage entre BNDMR et SNDS, et aussi qu'on essaie de structurer, de simplifier le lien entre les registres France Cohorte et Bamara, qui sont trois sources de données supplémentaires au dossier de soins et pour laquelle à chaque fois il y a de la ressaisie et un peu là aussi d'informations qui se perdent. Voilà, je m'arrête là et je suis désolé, j'ai un peu déjà dépassé le temps.